Je vous présenterai très rapidement le livre sur les hackathons qui est édité par Réseau Canopé, un escape game également, et j'espère que nous aurons suffisamment de temps pour faire un petit temps d'échange et de questions-réponses. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on appelle pédagogie active ? Les pédagogies actives, en définitive, ce sont des pédagogies qui existent depuis très longtemps, puisque si l'on en croit Philippe Mérieux, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire, cette méthode a été illustrée tout d'abord par Socrate dans sa manière d'interroger l'enfant et aussi ensuite par Rousseau qui mettait l'élève en situation. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a également des psychologues que tout le monde connaît, comme Piaget, comme Vygotsky, comme Brunner, qui ont largement contribué au développement de cette notion. Et ils sont tous unanimes sur le fait que engager des élèves dans des apprentissages en les mettant en activité donne du sens à l'élève et à ce moment-là, les élèves sont actifs dans leur tête. Donc, les pédagogies actives sont très anciennes, mais elles ont retrouvé du sens au début du XXe siècle grâce à des pédagogues célèbres comme Maria Montessori, John Dewey ou Célestin Freinet, qui ont critiqué les méthodes traditionnelles, qui étaient souvent passives pour les élèves, hein, c'était que du descendant, et essentiellement centrées sur l'enseignant. Eux, ils ont proposé des alternatives où l'élève devient vraiment acteur de son propre apprentissage et où on part vraiment du besoin des élèves. Donc, si on veut résumer un petit peu les pédagogies actives, c'est un processus qui met l'élève au centre de son apprentissage, du processus éducatif. Et pour Stanislas Dehaene, qui est un autre pédagogue, ça fait même partie des piliers de l'apprentissage. Stanislas Dehaene identifie 4 piliers. Il y a l'élève au centre du processus éducatif et il y a également l'attention, le retour sur erreur, hein, l'essai-erreur et la consolidation des apprentissages. Il faut savoir que lorsqu'un élève est impliqué dans son apprentissage, il est beaucoup plus autonome et bien sûr beaucoup plus coopératif. Tout cela concourt donc à la fameuse réussite scolaire que tout enseignant vise, ou que vise tout enseignant. Alors, si vous le voulez bien, là, après cette définition un peu généraliste, mais qui permet quand même de cibler un petit peu notre propos, on va plutôt s'attacher à la gamification. Alors, comme vous êtes des enseignants de français, on va plutôt prendre le terme ludification, terme que je préfère moi aussi, et qui concerne donc les hackathons et les escape games que vous pouvez mettre en place justement pour mettre l'élève au centre de son apprentissage. Donc, les hackathons et les escape games sont, on va dire, plutôt des jeux, enfin ce ne sont pas des apprentissages traditionnels, on va dire, mais ce sont des formules qui mettent en œuvre la collaboration, l'intelligence collective, tout ça pour que les apprentissages soient efficaces. On va d'abord commencer par le hackathon. Un hackathon, c'est un dispositif pédagogique qui permet surtout de faire émerger un projet. Et ce projet met en œuvre des idées innovantes et originales. D'ailleurs, le mot hackathon, si on le découpe, ça vient du mot de l'anglais hacker, qui veut dire pirater, et on a la fin du mot marathon. Tout ça pour indiquer une durée. À l'origine, donc, le hackathon ne concernait que des projets numériques. Et petit à petit,
on a glissé vers le terme de marathon créatif, qui est déjà un petit peu plus français, et qui présente bien quelque chose qui se fait en présentiel. Alors un marathon créatif, c'est toujours limité dans le temps. C'est une journée où les pauses en théorie sont libres, même la pause méridienne. On est bien d'accord qu'avec des élèves ou des adultes, dans notre société actuelle, il est beaucoup plus difficile de dire à quelqu'un ou à des groupes de manger un petit peu n'importe quand. De manière à bien rythmer les journées, généralement, nous, nous coupons la journée en deux, hein, tout simplement pour la pause du midi, mais les pauses café, etc., sont libres. Les gens peuvent donc se lever. Dans un marathon créatif, c'est, on va dire, un sport, entre guillemets, d'équipe. Il y a au moins 3 à 6 personnes par équipe et il faut de préférence que les équipes soient hétérogènes. Si on fait un marathon créatif dans un établissement scolaire, il est bon de mélanger les élèves, de mettre des professeurs, de mettre des agents, de mettre du personnel administratif, de mettre des parents, mais tout ça mélangé. Je veux dire, il n'y a pas une équipe d'élèves, une équipe d'administratifs. Il y a tout le monde doit faire partie de toutes les équipes. Cela permet d'avoir un brainstorming, un foisonnement d'idées. Lorsqu'on fait un marathon créatif, on le fait généralement parce qu'on a un thème, par exemple, améliorer le climat scolaire. Et puis on a un lieu aussi, un lieu qui se veut suffisamment grand. La cantine, c'est généralement grand, une salle d'études, c'est généralement grand. Bien sûr, il faut l'aménager, mais grand parce que les participants ont besoin de bouger. Dans un marathon créatif, vous lancez, donc vous avez un projet à lancer, et pour lancer ce projet et dégager une problématique, on demande à tous les participants, déjà répartis en équipe, on est bien d'accord, de partir dans toutes les directions possibles et imaginables, c'est-à-dire de donner le maximum d'idées, des idées parfois complètement loufoques, parfois complètement qui peuvent paraître à côté de la plaque, mais c'est en donnant le maximum d'idées qu'on arrive ensuite à faire un travail de convergence, c'est-à-dire à regrouper toutes les idées par thématique. Une fois ce travail fait, on a donc généralement plusieurs thèmes à travailler et là, on choisit une thématique de travail et ensuite une problématisation, c'est-à-dire comment faire pour. Vient ensuite la phase d'idéation où eh bien, il faut produire tout simplement et du prototypage du projet. Il faut faire un prototype de projet et ça, généralement, ça prend toute la journée. À la fin de la journée, il y a une présentation des différents projets puisqu'il y a différentes équipes, ce qu'on appelle un pitch, devant un jury ou pas. Et s'il y a un jury, il y a choix du meilleur projet, entre guillemets, parce qu'à mon avis, tous les projets sont toujours bons. Et ensuite, il faut mettre en œuvre ces différents projets ou le projet qui a été choisi. Alors, comme je vous le disais, lors d'un marathon créatif, bien sûr, l'erreur est autorisée puisqu'on a le droit de donner toutes les solutions possibles et imaginables, un petit peu tout ce qui nous passe par la tête, mais à un certain moment, il faut bien arriver à revenir sur du concret, sur du réalisable. Ce qu'il y a de très important également lors d'un marathon créatif, c'est s'écouter. Il faut écouter les membres de son équipe pour parfois argumenter, contre-argumenter. Il faut savoir lâcher ses idées et puis ne pas avoir de jugement préconçu. Ce n'est pas parce que c'est un professeur parle, c'est pas pour ça qu'il a forcément la bonne solution. Un élève peut très bien avoir la bonne solution. Il n'y a pas de préjugés à avoir. Donc, si on revient un petit peu de manière schématique sur les différentes phases du hackathon, il y a chose qui n'apparaît pas sur le dessin, le sketch note précédent,
la phase, le brise-glace. Je trouve que le brise-glace est quelque chose de très important dans la mesure où déjà il permet de faire connaissance entre les différents membres des équipes et puis il permet aussi de constituer les équipes. Alors, vous avez différents exemples de brise-glace qui existent sur Internet. Nous, par exemple, pour constituer les équipes, on aime bien la méthode Playmobil. On prend tout simplement des cartes Playmobil, on les distribue à l'arrivée des joueurs, pardon, des participants, et ensuite on les regroupe par Playmobil. Une fois que les équipes sont constituées, eh bien là, il faut qu'ils commencent à travailler justement avec la phase d'inspiration. On lâche ses idées, ensuite il y a de nouveau une phase de convergence où on regroupe les idées et ensuite on repart dans d'autres sur vraiment des solutions avec la phase d'idéation. Vient ensuite la phase de production où il faut concevoir le projet et à la fin, eh bien, le présenter. On peut le présenter via un dessin, via un schéma, via un sketch note, tout ce que vous voulez, du moment que les autres comprennent ce que vous avez à présenter. Comme je vous l'ai dit au départ, on a donc vu assez sommairement, certes, mais si vous voulez plus de renseignements, nous aurons un temps de questions-réponses. Donc, on a vu une modalité de pédagogie active, maintenant une autre modalité qui est nettement plus ludique et dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'escape game. Un escape game, c'est quoi? C'est un jeu aussi. C'est un jeu qui se joue en équipe aussi, mais là, il faut résoudre des énigmes. Et des énigmes, ces énigmes, il faut les résoudre en un temps limité. Une fois que ce temps limité est écoulé, normalement, on doit pouvoir s'échapper. D'où le mot escape. On est bien d'accord, on n'enferme pas nos élèves. Donc, à défaut de s'échapper, on leur permet d'ouvrir un coffre dans lequel ils auront soit une récompense, soit la solution. Alors, pourquoi faire jouer un escape game pédagogique? Alors, déjà, il faut bien différencier un escape game commercial d'un escape game pédagogique. Un escape game pédagogique, c'est ce à quoi vous, professeurs, vous allez travailler. Un escape game commercial, il n'y a pas de notions qui sont travaillées derrière par les élèves. Vous allez dans n'importe quelle boîte d'escape game, vous résolvez l'énigme très bien, mais vous n'en retirez aucun savoir. Dans un escape game pédagogique, l'élève doit mettre en œuvre une compétence, un savoir. Cela permet de travailler autrement des notions, comme je vous l'ai dit, et dans tous les domaines. Vous pouvez très bien faire un escape game en mathématiques, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Vous pouvez faire un escape game en langue vivante aussi, le français étant une langue vivante. Rien ne vous empêche de faire un escape game à vos élèves pour leur faire découvrir la destination d'un voyage, par exemple. On peut faire un escape game en histoire géo. J'ai un collègue d'histoire géo qui est vraiment très, très versé là-dessus et qui faisait faire ça à ses élèves de 6e. Donc, c'est vraiment un procédé qui s'applique à tous les niveaux, même au maternel. Un escape game permet de renforcer la coopération et l'esprit d'équipe, tout simplement parce que les équipes doivent travailler ensemble. Il faut apprendre également à communiquer parce que lorsqu'un membre d'une équipe a trouvé un élément qui peut servir à résoudre une énigme ensuite, eh bien, il faut qu'il la communique de manière claire et nette, de manière à ce que la personne d'à côté, l'autre membre de l'équipe, puisse l'utiliser. Dans un escape game, il faut aussi s'organiser. Il y a, au début, sur la table d'escape game, on a beaucoup d'éléments et il faut voir un petit peu quels sont les éléments qui peuvent aller ensemble.
Donc, il faut bien observer, il faut être logique et aussi persévérer. Ce n'est pas parce qu'on se trompe une fois qu'on ne va pas y arriver. Donc, cela favorise la motivation. D'ailleurs, à cet égard, si un jour vous fabriquez un escape game, vous faites jouer vos élèves à un escape game pédagogique, vous aurez peut-être l'agréable surprise de voir qu'un élève qui est très effacé en classe ou qui n'est pas très coopératif en classe ou qui n'est peut-être pas très très bon, qui a un peu de mal à suivre, eh bien là, euh, il va faire preuve d'ingéniosité et il va développer de nouvelles compétences. Alors qu'un élève qui est très très bon en classe, du fait de cette nouvelle modalité pédagogique, risque d'être perdu et il ne pourra pas suivre les autres. Donc vous voyez, parfois ça arrive assez souvent que les rôles, entre guillemets, des élèves soient inversés. Alors, un escape game pédagogique, outre le fait de jouer en classe, la chose qui est très importante dans un escape game pédagogique, c'est le débriefing, chose que vous n'avez pas dans un escape game commercial. D'ailleurs, Eric Sanchez nous dit que on n'apprend pas uniquement en jouant, mais en réfléchissant sur l'expérience de jeu. C'est après le jeu ou une fois que les élèves sont sortis de leur expérience de joueur, où ils réapparaissent un petit peu en plein jour, où là, ils sont capables d'analyser ce qu'ils ont fait. Et vous, professeurs, vous pouvez également analyser ce qu'ils ont fait. Une autre personne qui a un petit peu réfléchi également à l'intérêt du jeu en classe, c'est Natacha Dubois, qui est formatrice à l'atelier Canopée de Toulouse, 31, et elle montre que la ludification est un levier de motivation et d'attention, car il permet aux élèves de rentrer beaucoup plus facilement dans l'activité, et ce de manière durable. Donc, cela serait propice à la transmission et à l'acquisition de connaissances et de compétences. Mais on est bien d'accord, il ne suffit pas de jouer pour apprendre, sinon ce serait beaucoup trop facile. Il ne s'agit pas d'introduire un jeu en se disant, eh bien là c'est sûr, ils vont apprendre. Non, il faut juste utiliser certains rouages du jeu pour que les élèves aillent dans le sens dans lequel vous voulez qu'ils aillent. Donc, la ludification permet donc de personnaliser l'apprentissage, de dédramatiser l'erreur. Donc, il n'y a pas de stress parce qu'il n'y a pas forcément de gagnant. Il favorise bien entendu l'entraide et bien sûr la socialisation. Comme je vous le disais, la ludification offre à l'apprenant, par la mise en situation, la possibilité de développer des capacités et des habiletés que vous, en classe, vous n'auriez peut-être pas vues. Et ça, c'est très important et ça permet de valoriser tous les élèves. Donc là, je vous ai fait un petit aperçu de ces deux dispositifs pédagogiques qui font partie de la pédagogie active, qui place donc l'élève au centre de ses apprentissages, puisque l'élève est complètement acteur. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le hackathon, je vous conseille de lire, de feuilleter ou de consulter le livre qui est édité par Réseau Canopée dans la collection Agir et qui s'appelle Hackathon, organiser des défis pédagogiques et qui vous permet de retrouver tous les fondements théoriques du hackathon, de faire un point sur la collaboration, sur la coopération, sur le rôle de l'enseignant lorsqu'il y a un hackathon, parce que vous n'êtes plus du tout enseignant, vous sortez du groupe et vous êtes beaucoup plus là en tant qu'observateur.
Le rôle du numérique aussi, qui peut s'avérer être un apport lorsque l'on fabrique un projet. On peut très bien envisager de faire des scénettes, de faire un journal, de faire une courte vidéo. Dans cet ouvrage, donc, vous allez retrouver une méthode pour mettre en œuvre un hackathon et puis aussi des exemples concrets pour de 4 hackathons qui ont été menés en classe. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez vraiment un pas à pas pour organiser un hackathon en classe. Et puis, on vous donne des exemples. Alors, ces exemples sont par exemple l'écriture d'un article de presse, un concours de plaidoirie, la réalisation d'un reportage audio et la conception d'une capsule vidéo. Alors, on est bien d'accord que le hackathon ou le marathon créatif, c'est le point de départ de votre projet. Ensuite, le projet va courir tout le long de l'année ou au moins 6 mois, de manière à ce que vous puissiez boucler ce projet et arriver au bout et pouvoir surtout le présenter. Donc voilà, ça vous permet donc de vous poser et de lancer des défis à vos élèves. Maintenant, je vais vous présenter l'escape game Matador. Donc, je vous ai présenté très sommairement ce qu'était un escape game. Alors, j'espère que ma vidéo va fonctionner. Vous imaginez votre vie si tous les nombres du quotidien étaient remplacés par des opérations? Pour nous éviter ce cauchemar mathématique, vos élèves ont moins d'1 heure pour résoudre ensemble une série d'énigmes et empêcher le lancement de ce projet infernal. Un escape game clé en main à télécharger et imprimer. Voilà. Donc, c'est une présentation très succincte. Donc là, pour cet escape game-là, il n'est pas question de s'échapper d'une pièce. Hein. C'est un escape game sur Matador, donc un escape game de mathématiques, mais il est plutôt question d'échapper à un monde de cauchemar. Comme vous le voyez, lorsque l'on remplace les panneaux de signalisation par des chiffres ou par des nombres, cela devient un petit peu plus compliqué, surtout s'il faut y introduire des opérations. Néanmoins, dans cet escape game, on découvre et on retrouve les mécanismes de l'escape game. C'est-à-dire, c'est un jeu, ça se joue en équipe. Il faut résoudre des énigmes en un temps limité. La fin est juste différente, mais ça reste vraiment conforme à l'esprit d'un escape game. Donc, si on résume un petit peu le lancement de cette vidéo, Éric Trouillot, qui est vraiment l'inventeur de l'escape game Matador et du concours Matador et du jeu de plateau Matador, c'est un prof de maths, comme vous pouvez vous en douter, et il est devenu fou. Voilà. Et afin que chacun s'exerce au calcul mental, il a mis au point un logiciel qui, une fois activé, transformera tous les nombres du quotidien en un enfer, comme on vous le dit dans la vidéo. Vos élèves, dans ce cas-là, sont contactés par une agence de renseignement pour l'aider à déjouer ce plan. Ils sont répartis en 5 groupes, donc c'est un escape game qui se joue en classe entière. Hein. Donc 5 groupes qui doivent réunir les éléments pour découvrir ensemble le mot de passe, qui est un rébus, qui devra désactiver le logiciel malveillant. Chaque équipe de 5 joueurs, s'il n'y en a que 4, il n'y en a que 4, c'est pas dramatique, dispose d'une enveloppe. Le jeu comporte donc 5 séries d'énigmes qui conduit chaque groupe à un nombre qui va leur permettre de compléter un QR code. Un QR code qui a été fait grâce à l'application Malden Code. Ce QR code, une fois qu'il est colorié, donne accès à un rébus qu'il faut déchiffrer. Donc on scanne le QR code, on est bien d'accord.
Et ce rébut permet donc ensuite de découvrir le mot de passe qui permet d'arrêter le programme malveillant. Si le mot de passe correct est renseigné avant la fin du temps imparti, il y a une vidéo de fin qui se déclenche et qui félicite les élèves. Sinon, il y a une vidéo alternative qui se lance à la fin du décompte. Donc, on est bien dans un esprit escape game. Les notions mathématiques qui sont mobilisées pour réussir cette mission, eh bien, ce sont des connaissances mathématiques basiques que vous connaissez. Hein. C'est le calcul mental, les fractions, la géométrie et bien sûr la résolution de problèmes. Les compétences à mobiliser par les élèves, eh bien, il faut qu'ils cherchent. Il faut qu'ils observent tous les éléments qu'ils ont sur leur table, qu'ils se questionnent, qu'ils manipulent, qu'ils expérimentent certaines solutions, d'où là aussi l'essai-erreur, qu'ils émettent des hypothèses, qu'ils testent donc plusieurs pistes de résolution. Donc là, il y a forcément un échange au sein du groupe. Il faut qu'ils mobilisent, qu'ils utilisent des outils ou des procédures mathématiques qu'ils connaissent et qu'ils élaborent un raisonnement adapté à la situation devant laquelle ils se trouvent. Les informations qu'ils ont, eh bien, il faut qu'ils arrivent à les voir dans les documents qui leur sont proposés. Donc, il faut savoir extraire des informations utiles d'un document. Il faut qu'ils progressent donc collectivement. Donc, encore là, la socialisation, le travail en équipe et surtout, il faut qu'ils s'écoutent. On revient aussi un petit peu sur les notions que l'on a vues propres au hackathon et il faut qu'ils sachent prendre en compte les points de vue d'autrui. Il n'y a pas qu'un seul joueur dans une équipe, ils sont 4 ou 5 joueurs, donc tout le monde a de bonnes idées. Celui qui pense avoir une bonne idée, eh bien, il faut qu'il explique à l'oral, il faut qu'il argumente, et il faut qu'il, pour convaincre ses partenaires que c'est lui qui a la bonne solution. Donc là, on est bien dans une attitude de collaboration et de coopération. Et vous, alors, qu'est-ce que vous faites pendant cet escape game? Parce que là, pour l'instant, on ne parle que des élèves. Et vous avez un rôle quand même important. Vous êtes maître du jeu. Vous devez déjà déterminer les conditions de jeu. Sachez que cet escape game comporte 2 versions. Une version de 45 minutes et une version de 60 minutes. Une version de 45 minutes pour les élèves, pour les classes qui sont un peu plus avancées, qui sont plus aguerries, pour les plus grands, on va dire. Et 60 minutes pour les plus petits, entre guillemets, parce que vous pouvez avoir des classes faibles auxquelles vous allez accorder 60 minutes. Un petit point d'attention, une fois que le temps est choisi, vous ne pouvez pas interrompre la partie. Alors, si je peux me permettre un conseil, mettez 60 minutes tout de suite, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un élève ou pour un groupe d'élèves que de ne pas réussir un escape game. Nous, on privilégie toujours la réussite, quitte à rallonger un petit peu du temps. Là, mais si vous rallongez d'office 15 minutes, de 45, si vous faites passer tout le monde à 60 minutes, vous serez large. Voilà. Après, si vous pensez que vos élèves sont largement capables et que pour eux, c'est vraiment un challenge que de leur faire résoudre cet escape game en 45 minutes, allez-y. Vous connaissez vos élèves. Ce que vous devez faire aussi, c'est composer vos équipes. Le mieux, afin de ne pas perdre de temps, c'est de les composer en amont. De manière à ce que lorsque les élèves arrivent dans la salle, ils peuvent se mettre tout de suite au travail. Donc cet escape game, comme je vous le disais, vous n'avez pas grand-chose à faire, enfin pas grand-chose façon de parler, parce qu'il faut quand même, il vous est livré clé en main. Donc il faut que vous découpiez, hein, il y a un gros travail de découpage. Je vous conseille aussi de plastifier.
parce que des éléments en papier ou en carton un peu fort qui passent entre les mains de plusieurs élèves, ça ne fait pas long feu, hein, ça ne dure pas très longtemps. Donc plastifiez, si vous pouvez, bien entendu, les différentes pièces. Cet escape game vous durera plus longtemps. Tout est imprimable. Vous avez également une aide à la mise en place avec un récapitulatif de chaque enveloppe. Et puis, bien entendu, vous avez une fiche avec les réponses. Donc ça, c'est vraiment le côté confortable de l'escape game. Et vous, pendant ce temps-là, pendant que les élèves jouent, eh bien, ce que vous allez faire, vous allez les observer. Vous pouvez, avant qu'ils n'arrivent dans la salle, scénariser un petit peu votre espace, hein, le rendre plus sympa, vraiment le faire coller à une atmosphère un petit peu plus mystérieuse, pourquoi pas. Sachez que chaque dossier est conçu pour, chaque enveloppe donc, est conçue pour nécessiter globalement le même temps de résolution, mais certains élèves, certains groupes peuvent aller plus vite que d'autres. Pourquoi à ce moment-là ne pas les inviter à aider les groupes qui paraissent un petit peu plus en difficulté? Là, je mets aussi un petit bémol parce que certains groupes ne veulent pas être aidés, ils veulent y arriver tout seuls. Bon, très bien. Vous, de votre côté, vous pouvez essayer d'aider les groupes en difficulté. Avec vous, ça passera certainement mieux. Vous pouvez les inciter à mieux collaborer, à mieux chercher aussi, et puis à les mettre sur la voie, remettre de l'ordre dans les éléments qu'il faut trier, à bien expliciter les liens qu'il y a entre les différents éléments. Et puis, surtout, eh bien, lorsque vous avez les feuilles de solution, vous imprimez tout, bien entendu, ne pas laisser les feuilles de solution trop visibles pour les élèves, parce que bon, ils sont malins, et ils vont vite repérer que sur votre bureau, il y a des choses intéressantes. Une chose qui est importante également, lorsqu'un groupe a terminé, vérifiez le nombre qu'il s'apprête à colorier sur le QR code ou à cocher. Tout simplement parce que s'il y a une erreur et que d'autres groupes ont déjà commencé à remplir ce QR code, il faudra que les autres groupes refassent leur coloriage ou leur croix. Ça risque d'un petit peu de grincer les dents, donc vérifiez qu'ils ont simplement la bonne solution. Je vous rappelle que vous, en tant que professeur, vous êtes maître du jeu. Et vous êtes également maître du temps, donc n'oubliez pas de donner régulièrement le temps restant. Et puis aussi, puisque vous avez cette opportunité de bien observer comment fonctionnent les différents groupes, comment fonctionne le groupe classe en définitive, et puis comment se passent les interactions des élèves, comment interagissent les élèves entre eux. Quelle coopération ils mettent en place? Est-ce que tous les élèves sont bien actifs? Est-ce qu'il y en a qui sont plus en retrait, etc. Donc, cela vous permettra ensuite de revenir avec eux sur cette expérience. Et vous reviendrez avec eux sur cette expérience sur le débriefing. Au moment du débriefing à chaud, excusez-moi, j'étais un petit peu perdue. Le débriefing à chaud, c'est ce qui va faire la différence avec un escape game commercial. Ce débriefing à chaud va vous permettre justement de sortir les élèves. Ils vont émerger à nouveau, puisque là, ils étaient immergés dans leur expérience de joueur. Une fois qu'ils ont réussi, ils sont contents, vous pouvez très bien envisager de mettre quelques friandises dans le coffre qu'ils ont ouvert, mais pas dans Matador puisque c'est un coffre virtuel, mais bon, vous pouvez très bien envisager ça. Ce qui va être intéressant à la fin de cet escape game, c'est de les entendre parler, de les faire verbaliser, de les faire parler, de les faire exprimer ce qu'ils ont ressenti lors de cet escape game. Est-ce que c'était compliqué, pas compliqué? Comment est-ce qu'ils ont fonctionné? Est-ce que ils ont eu du mal à communiquer, etc. Si vous avez encore un petit peu de temps,
aussi, lors du débriefing, vous pouvez commencer à leur demander à réfléchir à une carte mentale, la carte mentale de leur parcours. Quelles sont les énigmes qu'ils ont rencontrées? Comment ça s'est organisé tout ça? Quelles sont les notions qu'ils ont vues? Donc tout ça, c'est très important de le faire le plus rapidement possible et vraiment juste après l'escape game. Parce que si vous faites ça 2 jours ou 3 jours après, ils vont avoir un petit peu oublié, ils vont avoir pris du recul. Alors bien sûr, il faut le faire aussi 2-3 jours après, mais ce qui est très important pour vous, c'est de le faire tout de suite après votre escape game. Afin de vous accompagner dans cette expérience, vous avez un site compagnon de Matador qui a été pensé par Canopé et Éric Trouillot et qui vous donne vraiment tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour concocter et pour préparer cet escape game, pour le mener à bien. Et là, je vous présente la carte mentale telle qu'elle a été pensée. Donc au début, vous voyez, vous avez une grosse enveloppe craft qui est posée quelque part bien en évidence sur une table. Et dans cette enveloppe craft, il y a les enveloppes, les énigmes pour les 5 équipes. Donc les 5 équipes ont chacun une série d'énigmes à résoudre. Une fois qu'ils ont résolu ces énigmes, ils viennent colorier le nombre qu'ils ont trouvé. Ils scannent ensuite le QR code. Le QR code leur donne un rébut et le rébut leur délivre le mot de passe qui va leur permettre d'arrêter le programme fou d'Éric Trouillot. Donc là, je vous ai présenté 2 modalités pédagogiques qui mettent vraiment les élèves au centre de leurs apprentissages. On ne peut pas dire que le hackathon soit franchement ludique, mais ce n'est pas franchement scolaire non plus, hein. On sort vraiment du cadre scolaire. Le hackathon est plus basé sur l'intelligence collective, tout comme l'escape game, mais avec un escape game, il y a quand même une notion de jeu. Donc, le hackathon, on crée quelque chose, enfin le marathon créatif, on crée quelque chose, hein, il y a un projet au bout. L'escape game, lui, permet d'aborder une nouvelle notion ou alors de mettre en œuvre des notions qui ont déjà été rencontrées. Donc, c'est bien une pédagogie active car l'élève, dans les 2 cas de figure, est bien acteur. Et il est au centre de ses apprentissages, c'est lui qui est maître de ce qu'il veut ou de ce qu'il apprend.